Il y a d'abord avec Emmanuel Macron, on l'a vu hier, une esthétique du pouvoir, un discours très écrit, très sobre, presque grave, d'abord destiné à la télévision qui rentre dans la chambre à coucher, dans la cuisine, dans la salle à manger de chaque Français, puis un discours beaucoup plus mis en scène à l'issue d'une marche solitaire dans la cour du Louvre. Pourquoi ce choix? Pour montrer qu'avec Emmanuel Macron, présider ne sera pas comme avant, ou plus exactement, ne sera pas comme avant avec Hollande et Sarkozy, mais sera comme avant avec Chirac et surtout avec Mitterrand, une forme de distance, d'isolement, pour prendre de la hauteur. Le changement de costume, un manteau ou une veste un peu longue, comme s'il s'agissait de ressembler au général de Gaulle sans les uniformes galonnés, de ressembler à François Mitterrand sans peut-être la hauteur et la distance du Sphinx. Oui, Emmanuel Macron a imposé hier une esthétique de son personnage présidentiel et de son discours présidentiel. Il y aura ensuite, espérons-le, une éthique du pouvoir selon Macron, qui sera à voir dans son comportement, dans le choix de son gouvernement, de ses ministres, dans sa manière de commander tout le monde, dans sa manière aussi d'être à l'Élysée, de faire couple avec Brigitte Macron sans que la première dame se prenne à un moment donné pour une sorte de vice-présidente. On va surveiller de très près les premiers pas du président quand la passation de pouvoir aura eu lieu. Et puis enfin, derrière l'esthétique, derrière l'éthique, il doit y avoir une nouvelle manière de réformer la France. Emmanuel Macron le sait, sa légitimité est faible. Oh, il a gagné en rassemblant 2 électeurs exprimés sur 3. Mais on sait que ce ne sont pas 2 électeurs inscrits, ce ne sont pas 2 Français sur 3. Beaucoup de gens n'ont pas voté, ont voté blanc, ont voté nul ou ont voté Macron simplement parce qu'ils voulaient voter contre Le Pen. Sa légitimité politique sera tout entière dans ses résultats. Ses résultats, d'abord aux élections législatives. Aura-t-il une majorité? Est-ce que ce sera une majorité pure En Marche ou une majorité composite? Et ensuite, ses résultats face au chômage, face à l'insécurité, face au terrorisme, face aux déséquilibres mondiaux. Ses résultats pour reconstruire l'Europe. Voilà ce à quoi on jugera très rapidement le président Macron. Et peut-être en premier lieu, l'Europe. L'hymne à la joie, hier, l'ode à la joie de Beethoven pour accueillir ses premiers pas. Et puis surtout, faire applaudir l'Europe dans tous ses discours jusqu'à son intronisation. Oui, il faut que demain l'Europe change parce que la France changera, parce qu'elle aura changé de président au profit d'un jeune homme de 39 ans. Hier, au Louvre, il y avait une pyramide. Et du haut de cette pyramide, même pas un demi-siècle nous contemplait. C'est la jeunesse, c'est l'entrain, ce n'est pas l'expérience. Est-ce que c'était le bon choix ? J'ai aussi rappelé au président de la République lundi, que j'ai vu en tête-à-tête avant le déjeuner qui a rassemblé le président Ferrand, le président Bernasconi, le Premier ministre et le président de la République et moi-même, qu'aucune révision constitutionnelle ne se fera sans le strict respect des dispositions prévues par la loi fondamentale. Qu'on se le dise, c'est dit. Je me suis prononcé pour le grand débat. Je ne suis pas dupe non plus. Nous n'avons pas été associés à la façon dont il a été imaginé, ni la façon dont il a été organisé. Je ne reviens pas sur les périphéries. Mais comment pourrait-on refuser une initiative qui tente de passer du rond-point à la table ronde? Il faut être prudent, il faut être vigilant, attentif à toute tentative d'instrumentalisation. Il faudra aussi être exigeant sur la suite que l'exécutif proposera de donner à cette consultation. Mais il faut qu'on sorte de la logique de la contestation par la seule rue. Il faut sortir de la logique d'un débat qui ne se fait autour aujourd'hui que de nouvelles stars de chaînes d'infos. Le RIC, qui est une revendication phare, paraît-il, est en fait demandé que par 15% des Français. Quant à la forte mobilisation de samedi dernier, examinons les chiffres, 85 000, quand les manifestations contre la loi dite El Khomri réussissaient entre 200 000 et 500 000 personnes. Il me semble que la réalité du pays n'est pas celle décrite parfois par certaines chaînes en continu. Il faut que nous soyons attentifs, se souvenir des propos de Victor Hugo, souvent la foule trahit le peuple. Et nous avons, je le dis clairement, nous tous élus, le devoir de respecter le mandat qui nous a été confié par le peuple. La légitimité démocratique, c'est l'élection et non pas le nombre de followers, pour qu'on soit clair.
Des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Madrid en Espagne contre le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sánchez. Aussi, la présence de l'ancien Premier ministre socialiste français Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone, pouvait surprendre. On ne peut pas appeler à la rue pour contester la légitimité d'une politique. Manifestation contre le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sánchez. Mais je suis socialiste, je suis membre du Parti socialiste depuis 1980, depuis l'âge de 18 ans, parce que c'est mon engagement politique. L'ancien Premier ministre socialiste français, Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone, était présent dans ce cortège. Les députés ont-ils dans ces conditions la légitimité de la représentation nationale quand la rue gronde ainsi? Manifester est un droit démocratique, mais ce n'est pas la rue, et on ne peut pas appeler à la rue pour contester la légitimité d'une politique. Une place noire de monde dimanche à Madrid pour dénoncer le dialogue engagé par le gouvernement espagnol avec les indépendantistes catalans à l'appel du centre droit, de la droite et de l'extrême droite. Je n'étais pas à côté de l'extrême droite, je n'étais pas à côté de l'extrême droite. Y al candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, aunque no ha querido subir al escenario para la foto conjunta. Monsieur le Premier ministre, la colère est profonde au sein de la population, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie ou en Vlaanderen. Ik heb over het laatst gezien, bij de laatste peilingen heeft de regering eigenlijk geen meerderheid meer. Je voelt dat heel ferm. Bij de mensen in Vlaanderen, in Wallonië en in Brussel is er echt wel een zekere woede van dit kan niet meer zo doorgaan. Waar gaat men naartoe in onze maatschappij? Vers où veut aller ce gouvernement? Il ne nous écoute plus, il n'y a plus de négociations, on n'écoute plus les partenaires sociaux, on n'écoute plus les gens, on fonce comme si on devait tenir compte de rien du tout. Je vais finir, monsieur Verstraeten, vous aurez la parole tout à l'heure. Je constate que dans les sondages, on a même demandé un peu ce que les gens pensaient de vos mesures. Wat denken de mensen van een taxshift? 7% steunen de taxshift, 7%. Geen meerderheid voor de wet Peters. Mensen voelen het, er gaat iets niet. Als we het over de wet Peters hebben, ik was op de betoging verleden, eergisteren. Ja, tuurlijk dat, hè. 80.000. Ja, maar je zou beter eens afkomen, En dus 80.000 en in het parlement ook, hè. En wat ik daar gehoord heb is van, wij willen baas blijven van ons eigen leven. Nous ne voulons pas cette flexibilisation de nos vies. Alors vous dites, monsieur le Premier ministre et monsieur Chris Peters, on m'a mal compris. Alors vous êtes vraiment le gouvernement des incompris. C'est chaque fois, on ne nous comprend pas. Les gens ont très bien compris de quoi ils retournent. Il n'y a personne qui a dit que le travail hebdomadaire allait être mené à 45 heures. Personne n'a dit ça. Mais je vous pose la question, est-ce que oui ou non, après la loi Peters, il y aura des semaines où pendant l'année, il faudra travailler jusqu'à 45 heures? Est-ce que les parlementaires de droite peuvent répondre par oui ou par non à cette question-là? Et moi, je le dis haut et fort, avec la loi Peters, il y aura des semaines où les gens devront travailler 45 heures. Deuxième point, le pot des 100 heures supplémentaires, 2 heures par semaine, qui sont négociables directement avec un travailleur individuel. Est-ce que oui ou non, ce pot de 100 heures va mener à une augmentation linéaire de la durée de travail de 2 heures par semaine? C'est ça que les gens veulent savoir, les gens ont droit à connaître la vérité. Et dernière question, monsieur le Premier ministre, pour l'instant, on le voit dans plein de secteurs, il y a une absence totale de concertation sociale. Allez-vous, oui ou non, redonner le cadre pour un petit peu d'oxygène à notre démocratie sociale, ou allez-vous continuer à étouffer notre société, à polariser notre société, ce qui garantit une image vers l'extérieur scandaleuse de la Belgique? Je vous remercie. Je lance un appel aux partenaires sociaux, je lance un appel aux syndicats pour être à nos côtés autour de la table pour faire en sorte que l'on puisse concrétiser ces engagements, que l'on cesse cette désinformation, que l'on cesse cette contre-vérité, que l'on respecte qu'il y a un gouvernement avec une majorité qui décide d'aller de l'avant, de concrétiser un certain nombre de réformes. Et enfin, je conclus par cela. J'entends un certain nombre de messages, d'appels à une certaine forme de régression, de conservatisme. Monsieur Raoult-Debout, je voudrais vous l'indiquer, il n'y a pas dans ce pays de majorité parlementaire pour votre projet de régression sociale.
Alors, Monsieur le Premier ministre, il paraît que vous dites qu'il n'y a pas de majorité pour une régression. Moi, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il n'y a aucune majorité de la population pour bosser jusqu'à 67 ans. Vous ne l'aviez même pas dans votre programme électoral. Il n'y a aucune majorité pour avoir le saut d'index, c'était même pas dans vos programmes électoraux. Vous avez dit à personne que vous allez retirer 3 milliards de la SNCB, personne ne l'avait dans son programme. Elle est où votre soi-disant autorité démocratique aujourd'hui pour dire toutes ces mesures-là? Tweede vraag, 45 uur. Zeg, lees ik zelf jullie teksten soms? Echt waar, iedereen, nee, we hebben dat nooit gezegd, 45 uur. Lees ik dat soms wat meneer Peters schrijft, of is dat echt zo niet belangrijk? Is dat alleen maar voor de CD&V of wat? Even lezen, als je op de website van Travail sur Mesure, werkbaar werk, wat leest je hier? Meneer Peters, écoutez bien, hein, les députés de droite, je vais vous lire ce que votre propre ministre écrit. Hein. 1, 2, 3, on y va. La période de référence pour le calcul de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sera légalement fixée à 1 an. La durée journalière du temps de travail et la durée hebdomadaire du temps de travail ne pouvant respectivement pas dépasser 9 et 45 heures. Cela veut dire, et personne n'a avoué ça ici aujourd'hui, que oui, il y a des travailleurs qui vont devoir bosser 45 heures par semaine et même 50 heures effectivement. Ah, ça on n'aime pas, ça on n'aime pas. Et avant-hier, meer dan 60.000 mensen zijn op straat gekomen te zeggen, die weken van 45 uur werken, dat willen wij niet. En het is daarvan dat jullie bang zijn, want jullie voelen het goed vandaag, dat jullie democratisch geen draagvlak hebben om 45 uur per week te werken. En dat wil jullie aan de hand. Dank u, meneer Hedebouw.